À l'état civil, je suis Tossou Aouma Jocelyne. Je suis ivoirienne, titulaire d'un BTS en gestion commerciale, artiste chanteuse, connue sous le nom de Marie-Jo. Et je suis ivoirienne et j'ai des origines togolaises et béninoises. Alors pour parler de mon enfance, je dirais que ça s'est fait dans la musique. Et Marie-Jo était une petite fille, disons un petit garçon manqué, qui s'adonnait à tout ce qui est jeu dangereux, c'est-à-dire aller faire le salto à la zone industrielle parce que je suis née à Koumassi. Et donc, tous mes amis n'étaient que des hommes. Ça n'a pas changé du tout. Et donc, c'était le foot. Mon enfance, c'était le foot. Je jouais au foot. J'ai joué au foot jusqu'à ce que j'ai 14-15 ans. C'était aussi la musique. Ça a toujours été la musique parce que mes parents sont musiciens et chanteurs. Toute ma famille d'ailleurs, dans la confession, dans notre confession religieuse. Donc, si je devais résumer en quelques mots mon enfance, je dirais petit garçon manqué, la musique, les sorties, oui, les balades, et puis voilà, beaucoup de fun, tout simplement. Mon adolescence s'est fait avec beaucoup de troubles, je peux dire ça comme ça, parce que étant petit garçon manqué à la base, j'étais très proche des hommes, donc très bagarreuse. Ça se voit pas, mais j'ai toujours été comme ça à l'école. On m'appelait Clé-Clé parce que je me battais avec tout le monde. Très timide, mais très bagarreuse. Je me laissais pas faire, surtout avec les hommes. Et donc, ce qui m'a poussé à avoir une carapace assez dure, assez violente, mais très timorée dans le fond. Et puis, qu'est-ce que je dois dire encore? J'ai pas encore fini de grandir. Je pense que je suis toujours dans mon adolescence, pardon, parce que je vis encore de mon enfance, je vis encore de mon adolescence, je vis encore de beaucoup de choses, les émotions. Je pense que honnêtement, je ne saurais quoi dire sur mon enfance parce que tout ça, sur mon adolescence, pardon, parce que ça se fait comme ça avec tout ce qui est jeu difficile, tout ce qui est danse aussi, beaucoup de danse parce que j'ai fait de la danse quand j'étais à l'église, les ballets, j'organisais beaucoup de choses, les miss. J'étais très entreprenante aussi, hein, quand même. Mais toujours autour de la musique, autour de l'art, parce que ça m'a toujours passionnée. Et c'était très difficile de faire tout ça et de suivre en même temps les cours. J'étais pas très école aussi, faut le reconnaître. J'étais très nulle en maths. Je l'avoue, je demande pardon à mes parents pour ça parce que ils ont déboursé plein de sous, mais je n'aimais pas l'école. Donc c'était que la guerre avec mes parents parce qu'ils me forçaient à aller à l'école et moi, je me forçais à faire autre chose que d'aller à l'école, c'est-à-dire aller faire de la musique, aller danser, aller jouer au foot, aller faire des jeux, des saltos derrière la zone industrielle de Koumassi. Et c'était que ça. Et c'est comme ça un peu que mon adolescence a été meublée. Et mon cursus scolaire, je suis quand même, à chaque fois je lui dis à ma mère, je suis quand même arrivée au BTS pour lui dire merci de tous ses efforts à elle et puis à mon père en fait. Alors, mes débuts dans le métier de chanteuse, ça s'est fait un peu comme une histoire. J'étais en 5e, je partais en 4e, c'était vers la fin de l'année. Et j'avais un ami, bon j'ai un ami, puisqu'il est toujours là, il est en vie. J'ai un ami avec qui j'étais très proche, on partait chanter dans les églises évangéliques. Et on appelait ça des gombos, en crif. Et donc, avec cet ami-là, il m'a présenté Freddy Asokba, que j'appelle mon père spirituel.
parce que Freddy Asogba cherchait dans le temps des jeunes talentueux qui pratiquaient la musique, qui faisaient déjà de la musique peut-être dans les différents centres, ou qui étaient à l'INSAC, ou bien qui pratiquaient la musique dans leurs différentes églises. Et moi, cet ami-là, Anvo, qui s'appelle Anvo, il m'a présenté à Freddy Asogba. Et c'est là que tout démarre. Avec Freddy Asogba, il m'a intégré tout de suite dans l'orchestre qu'il montait. Et dans cet orchestre-là, il y avait Baby Philippe, il y avait Kissamon, il y avait mon ami Anvo, il y avait Patrice, il y avait Moïse Atta. Et par la suite est venu Arnaud Ngaza. Et donc avec cela, j'ai participé à Podium 2003-2004. On a été disqualifiés parce que Baby Philippe dans le temps avait participé à la première manche avec un autre groupe. Donc on a été disqualifiés. Mais Dieu aidant, à la finale, on nous a appelés parce qu'on était les premiers de notre manche et on nous a sollicité pour accompagner tous les artistes là qui devaient prester à la finale de Podium cette année. Ça n'a pas été un échec du tout, mais ça a été une grande victoire parce que de toute petite, on a commencé à se frotter avec des artistes de grande renommée comme Aïcha Koné, Mewe, etc. Moi, sorti tout de suite de mon église et venir me confronter là à des sommités de la musique ivoirienne, j'ai dit mais pourquoi pas commencer là. Et puis j'ai décidé que ce soit à partir de cet instant-là que je fasse mes premiers pas dans le monde professionnel de la musique. Et depuis, voilà, je suis restée dans l'exécution de ce que j'aime, ma passion qui est la musique. Je dirais, ça se situe au cours de mes débuts. Je vous explique un truc. J'étais toute petite, je devais avoir 12 ans parce que j'ai commencé à 12 ans. D'aucuns diraient que j'avais 14 ans, mais non. Moi, j'augmentais mon âge parce que j'étais tellement petite que je voulais pas qu'on sache que j'avais à peine 12 ans, quoi. 12 ans, tu es en quoi à la mamelle? On te frappe toujours à la maison, mais c'est vrai que ma maman me bastonnait souvent parce que j'étais très têtue aussi, mais ça m'empêchait pas d'y aller à chaque fois. Et donc, on devait faire la dédicace du premier live coupé décalé ici à Abidjan. Et c'était la dédicace du groupe Jet DJ. Et ça devait se faire à Marcory. Et donc, étant un peu comme la fille adoptive de Freddy Asogba, il m'emmène là, il me dit, on a fait toutes les répétitions. Et le jour du spectacle, on est là, on devait jouer. On n'a pas parlé du cachet parce que dans le temps, on était juste heureuse de pouvoir être là sur la scène avec ces artistes-là. Donc, ma joie elle était tellement grande que pour commencer à faire les premières, les sorties, les premiers mots du cœur, je tremblais tellement. Il est venu et puis il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, tu peux tout faire, simplement sois zen. Et puis après, je te donne un gros poulet. Dès que j'ai entendu le mot poulet là, ah non, j'étais dans tous mes états et j'ai chanté même plus que les artistes ce jour-là parce que j'étais derrière, j'étais dégourdie, j'avais la volonté. Et après, quand on a fini le concert, il m'a dit, bien vrai qu'il y a eu la pluie ce jour-là, le concert a voulu ne pas avoir lieu, c'était difficile. Mais après, j'étais tellement contente de ce que j'avais pu accomplir en tant que choriste pour la première fois de ma vie, dehors, derrière un artiste, que je l'ai serré dans mes bras. Je dis, papa, t'as vu, j'ai tout tué. Il dit, ma fille, félicitations. Donc, viens t'asseoir ici. Tu as un poulet qui t'attend. Et je me suis assise toute seule. J'étais rassasiée, mais je voulais finir le poulet là parce que pour moi, c'était un peu comme la récompense de mon audace, malgré mon jeune âge. Et pour moi, c'est voilà, ma plus grande joie se situe là. Et après, il y a eu l'épisode de The Voice où on m'a annoncé que j'ai été retenue. Je me suis dit, quand tu regardes ton parcours de la petite fille qui avait 12 ans, qui a passé par Podium, qui était obligée de faire un break dans sa carrière, qui arrive en 2020 à participer à Podium
qui arrive en Afrique du Sud, parce que dans le temps, ça se faisait en Afrique du Sud, qui arrive en Afrique du Sud, qui est confronté à tous ces artistes, à tous ces talents-là de différents pays d'Afrique francophone. J'étais tellement en extase que je dis que ça passe ou ça casse. Moi, ma plus grande victoire, ce serait d'être arrivée. Et puis, ils ont mis mon nom, Marie-Jo, à The Voice, qui représente la Côte d'Ivoire. Mon plus gros challenge, ça a été ma rencontre avec la diva à un moment, Aïcha Koné. Après avoir commencé à faire ces différents chœurs-là, avec mon père spirituel, comme je l'appelle, Freddy Asoba, il avait voulu que cet orchestre-là, qu'il a monté, de ces jeunes-là, accompagne des chanteurs déjà de renom, pour nous faire quand même de la place. Et c'est là que, il a parlé avec maman Aïcha Koné, qui a voulu essayer avec nous. Mais c'est pas évident pour une jeune fille qui sort de l'église à peine, qui a 13 ans, 14 ans. Et j'ai répété tous les morceaux, j'ai bossé tous les chœurs. Et quand je suis arrivée dans le studio, le simple fait de voir maman Aïcha Koné m'a tellement donné le trac que j'arrivais pas à sortir un mot de la bouche. Et quand les musiciens ont commencé à jouer, j'ai fait fausse note même dans le cœur. Elle s'est retournée, elle a crié, Freddy, si c'est pas de la maternelle, hein, que on travaille ici, on n'a pas besoin des enfants à la mamelle. J'avais tellement honte, j'ai attrapé ma tête, je l'ai regardée. Mais c'est vrai que j'avais honte, mais il y avait aussi beaucoup de rage et beaucoup d'apprentissage aussi. Je me suis dit, je sais que j'ai pas le niveau d'être là. C'est quand même la diva Aïcha Koné. Et si elle me l'a dit, c'est parce que il faut que je travaille. Et je me suis levée, je suis partie voir mon père spirituel. Je lui ai dit, papa, j'ai mal parce que ça s'est fait devant tout le monde. Et je suis une fille qui n'aime pas qu'on lui crie dessus, surtout devant la foule. Mais ça s'est fait. Je prends sur moi et je sais que je dois travailler. Je vais travailler pour que plus jamais personne ne me chasse de son studio. Et c'était là le déclic de toute ma carrière. J'ai travaillé comme une malade pour pouvoir arriver un peu là où je suis. C'est vrai que je considère ça comme un mi-parcours parce que c'est encore loin, là où je vais arriver. Mais ça a été là le top. Après ça, quand je suis sortie de cette déception, je dirais, parce que j'ai pas pu travailler véritablement avec cette dame-là, magnifique et très talentueuse. En 2005, j'ai été opérée d'une appendicite qu'on ne retrouvait pas, en fait, dans mon organisme. L'appendice était en train d'exploser, mais dans les échographies, on ne voyait pas l'appendice. Les médecins ont décidé de me garder. Mais je me tenais tellement de douleur, j'avais tout arrêté. Je partais plus à l'école, je faisais plus de musique parce que j'arrivais même pas à me tenir debout. J'ai fait 1 semaine dans la douleur. Et quand mes parents ont décidé de me ramener encore à l'hôpital, il y a une dame, j'ai oublié son nom, je bénis toujours Dieu pour sa vie, qui a dit, je vais la garder en pédiatrie. C'est vrai qu'elle a passé l'âge de la pédiatrie, mais je vais la garder en pédiatrie pour voir un peu ce qu'il en est, parce que les douleurs, c'est pas normal. Et elle m'a gardé en pédiatrie. Elle a pris le risque de m'opérer avec un chirurgien du nom de Ouattara, au CHU de Treichville. Et c'est quand ils m'ont opéré que, avant même d'enlever l'appendice, ça a explosé. Et ça, ils étaient obligés de me nettoyer dans le ventre. Ils ont dit à ma mère que ouais, c'est pure grâce de Dieu. Et ça s'est tellement mal passé que je devais arrêter tout ce qui est activité sportive. J'aimais bien l'EPS, j'aimais faire du sport, j'aimais bouger, vu que je faisais du foot quand j'étais encore petite. Je devais plus chanter pendant au moins 2-3 ans. Et là, tout ce qu'on me disait, ah, tu peux plus faire du sport pendant un moment,
ben on va voir au fur et à mesure parce que ils étaient obligés, on ne sait pas pourquoi, mais un amas de graisse, pourtant j'étais très frêle, très mince, un amas de graisse était posé sur l'appendice, ce qui faisait qu'on ne voyait plus l'appendice, mais l'appendice était en train d'exploser. Et donc, sortie du bloc, quand je suis sortie du bloc, je me suis pas réveillée totalement puisqu'on m'a fait une anesthésie générale. Je me suis réveillée 2 jours plus tard. Donc, toute ma famille était en alerte. Ma mère qui ne cessait de pleurer, qui ne cessait de prier. Et quand je me suis réveillée, elle m'a prié, elle m'a dit, c'est Dieu qui t'a ramené. Mais je vais te dire un truc, tu pourras plus faire de musique. Je dis, mais pourquoi? Et je réalisais pas encore. Et dès que je suis sortie de l'hôpital, j'ai fait pratiquement 1 mois à l'hôpital, rien qu'en cherchant mon appendice, en train d'avoir plein de problèmes. Sortie de l'hôpital, j'ai essayé de chanter et la plaie s'est réouverte. J'ai été obligée de retourner à l'hôpital. On m'a dit non, on t'a interdit de faire ça. J'ai quitté le groupe dans lequel j'étais. J'ai arrêté la musique pendant un moment. J'ai dû retourner à l'école que je n'aimais pas d'ailleurs. Et j'ai continué. Je suis allée à l'école, mais toujours vivant avec cette peine-là de ne pas pouvoir faire ce qu'elle aime, de ne pas pouvoir pratiquer la musique. Et arrivé en terminale, j'ai dit trop, c'est trop. Si je dois mourir, il faut que je meure sur la scène. Et je pense que la plaie a eu le temps de cicatriser. J'ai mis beaucoup d'années à attendre. Et je pense que c'est le moment. Dans les débuts, quand j'ai recommencé à pratiquer, il y avait toujours cette douleur. Mais je faisais semblant de ne pas les sentir. Jusqu'à ce que, comme par magie, tout a commencé à bien aller parce que j'ai une très mauvaise peau qui ne cicatrise pas vite. La plaie a mis pratiquement plus de 2 ans à cicatriser d'abord. Et tout ce qui s'est passé après, c'est un peu comme quelqu'un qui vivait, mais sans vivre en réalité parce que il ne peut pas se mouvoir, il ne peut pas faire ce qu'il aime. La musique à l'église, oui, on sert Dieu, mais on a envie de faire plus. On a envie de se faire entendre. Et à l'église, on est nombreux. Tu n'es pas seul sur la scène en train de chanter. Et on me ménageait tellement que je me sentais étouffée, avec beaucoup d'amertume. Sortant de là, en 2017, je me pète le bras parce que je fais une chute avec multiples fractures. À l'hôpital, le médecin qui me dit que c'est plus grâce de Dieu sinon on te coupait le bras, que tu restes là, on va te faire une opération parce que quand on a vu les radios, on n'a pas trop d'espoir, mais on prie. Et je suis restée à l'hôpital, j'ai eu 6 mois, après 6 mois encore d'arrêt maladie. On m'a dit de ne pas chanter parce que si je devais bouger, le bras était comme ça plâtré avec plâtré et avec encore je devais pas bouger le bras. Et si je bouge le bras, soit on le coupe, soit on le coupe quoi. C'était la seule solution. Mais je voulais chanter. Et quand tu chantes, tu peux pas être comme ça, en train de contracter là où tu dois pouvoir prendre ton souffle, le ventre pour pouvoir chanter. Arrivé un moment, je dis, j'ai vécu ça en 2005 avec mon opération. Si je dois vivre tout ce que j'ai vécu et tout ce qui s'est passé, je pense que c'est mieux que je reste là à ne plus vivre parce que je peux pas rester là sans faire de musique. Et malgré le bras, malgré tout ce qu'on m'a interdit à l'hôpital, j'ai enlevé la bande là dans laquelle le bras était. J'ai dit, faille qu'on coupe le bras, qu'on le coupe. Parce que je peux pas vivre sans musique. Et malgré le plaque, je suis allée faire une prestation. Je me rappelle chez Madame Diagou, Dominique Diagou. Elle me regarde, elle dit, mais c'est pas vrai, tu as ton plâtre. Je dis, oui, il y a mon plâtre, mais c'est pas ma gorge qui est plâtrée. Et donc, j'ai fait ma prestation. Après, j'ai eu des douleurs. Mais je m'en foutais des douleurs parce que je me suis dit, si on doit couper mon bras, on va le couper. Mais je pourrais pas rester là sans faire de musique. Et donc, j'ai fait de la musique. Grâce à Dieu, mon bras est redevenu intact.
Après, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de rééducation. Et ça s'est super bien passé grâce à Dieu. Et voilà, j'ai pas arrêté. Et ma conclusion, c'est que la musique a été l'échappatoire par laquelle j'ai pu être en vie. Et donc, voilà, en résumé de tout ce qui est challenge, de tout ce qui est difficulté, pour moi, ça a été là mes plus gros challenges et mes plus grosses difficultés. Mais après l'épisode de Maman Aïcha Koné, là, j'avais tout de suite perdu confiance en moi, mais je n'avais pas quitté le groupe. Et donc, c'était que des moqueries, quoi, de la part de mes amis et collègues. Chose que je n'arrivais pas à comprendre. C'est-à-dire que tu fais de la musique et arrivé à un certain moment, tu te regardes. Dès que tu ouvres la bouche, on te regarde du haut comme ça. Tu te poses la question, si ce que tu es en train de faire, est-ce que tu le fais bien? Est-ce que tu le fais mal? Tu perds confiance tout de suite. Et cette confiance-là, tu la regagnes comment? Je sais pas. Et après ça, ça s'est fait comme ça. Un autre père spirituel aussi que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré récemment, avec qui je parlais de cette étape-là aussi. Il s'appelle Thomas Ola. Lui, c'était que sur les scènes. Il me disait, ah, mais si tu veux pas chanter, tu dégages. On n'a pas besoin de ces enfantillages. Tout de suite, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que j'ai le talent? Est-ce que je peux faire ça? Et quand subvient ce problème de santé, on baisse les bras, on perd confiance, on abandonne tout. C'est Marie-Jo, c'est la personne là, faite de morceaux. Cette personne-là qui a été brisée et puis qui a volontairement, avec toutes ses forces, voulu reconstruire quelque chose parce que elle en a voulu. Elle en a voulu à la vie, elle en a voulu à tout ce qui se passait autour d'elle pour se donner de l'espoir, pour essayer de vivre. Parce que dans cette période-là, en plus de ne pas bénéficier du soutien de ma famille, tu vois. Quand je dis ma famille, c'est pas ma famille biologique. Bon, il y a quand même ma famille biologique parce que mon père est celui qui je l'aime énormément. Mais il est le premier à m'avoir combattu, tous les rêves là de chanteuse que j'avais. Et manquer du soutien de cette personne-là en qui tu places tous tes espoirs, en qui tu crois, ça a été très difficile. Et attendre du soutien de la part de ses amis, de sa famille, avec qui on pratique cette musique-là, pour laquelle on est prêt à tout faire. Se retrouver toute seule parce que aucun d'eux. Je le dis, j'ai passé là-dessus, ça m'a fait mal sur le coup, mais bon, aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Et c'est vrai que j'en parle aujourd'hui, c'est vrai, mais c'est vraiment avec l'intérieur très propre vis-à-vis de tout cela. Se retrouver dans ces différents moments-là et ne pas bénéficier de la visite simplement même de ses amis, de ses collègues, des personnes avec qui on fait tout, c'est difficile. Être seul à vivre son combat, se battre avec sa famille, tu vois, à la limite, se voir un peu abandonné parce que arrivé à un certain moment, je voulais tellement faire de la musique que je me concentrais pas sur mes études. Donc, mon père a décidé d'arrêter de me scolariser. Mon père a décidé d'arrêter de me scolariser et mon frère s'en est occupé. Il était là avec moi. Parce que mon frère aîné est celui-là même qui, comme je dis, c'est celui-là qui a attrapé mes deux mains et mes deux pieds et qui m'a mis dans la musique.
C'est lui qui m'a fait aimer la musique. Donc le fait de le regarder, j'ai dit, ouais, c'est vrai, mon père peut ne pas comprendre ce que je veux faire. Mais toi, qui m'a amené dans cette musique-là, il faut que je me batte pour toi. Il faut que je te montre que j'ai la volonté. Il faut que je vive ma passion pour toi. C'est vrai, toujours écouter ma maman qui m'a aussi beaucoup, qui m'a toujours soutenue. Ma mère qui se cachait, qui se cachait pour me donner des pagnes dehors, pour que j'attache mon pagne et que je rentre à la maison parce que vêtue, comme j'étais vêtue pour aller chanter, si je rentre comme ça, que mon papa voit l'état dans lequel j'étais, les tenues que je portais, tout de suite, ça allait être beaucoup de palabres, il allait lui en vouloir, ça allait être beaucoup de réunions, merci. Ça allait être beaucoup de réunions, donc il fallait... pardon. Il fallait que ma mère se cache, me donner des pagnes dehors pour que j'attache, je rentre à la maison, que je veux partir à la répétition. Elle est là, je bénis Dieu pour la vie de cette dame. Elle a fait ce qu'elle a pu faire. Et puis, regarder toutes ces personnes-là, voir ma souffrance, passer par ces étapes de santé, je ne pouvais pas abandonner, même si je le voulais. Et il fallait aussi que je montre à ceux-là même qui m'ont pas soutenu, qui n'ont pas été là pour moi, que je pouvais en tirer le meilleur de toute cette peine-là. Aujourd'hui, c'est des amis, c'est mes frères. Je manque pas de leur dire qu'il y a beaucoup d'années en arrière, vous m'avez tous abandonné. Mais je suis là aujourd'hui, plus forte que jamais. Et je sais que vous êtes ma famille. Peut-être que vous avez été occupés, peut-être que vous avez d'autres choses à faire. Mais voilà, je regrette pas d'avoir vécu tout ça parce que ça m'a forgé, ça fait la Marie-Jo qui est là. Ça fait la Marie-Jo qui est là et puis merci quoi. Merci. Voilà. C'est tout. Petite anecdote, toujours en parlant de maman Aïcha Koné, longtemps après, disons juste l'année dernière, là, en 2022, j'ai eu l'occasion de la revoir sur la même scène au cours de notre émission de vacances, Nostalgie Fun, diffusée sur les chaînes ivoiriennes. Et je lui ai dit, maman, tu te rappelles peut-être pas de moi, mais je suis celle-là même que tu as chassée dans le studio, chez Ado. Dans le temps, le studio s'appelle chez Christian maintenant, mais dans le temps, on appelait ça chez Ado. Et voilà, merci. Je lui ai dit merci d'avoir fait de moi ce que je suis. Je suis très heureuse parce que tu as été le catalyseur de ma carrière et de ma vie. Merci beaucoup. Elle m'a regardé plein d'émotions, et puis elle m'a dit, tu vois la vie? J'ai dit, si je vois la vie. Si on m'avait dit un seul instant que j'allais me retrouver sur la même scène avec toi, en train de chanter ta propre chanson, toi, celui qui m'avait dit ça, peut-être que j'allais le lapider en fait. Je n'aurais jamais pu imaginer. Mais je suis contente et ça rentre dans le cadre de mes victoires aussi. Parce que j'ai pu régler mes comptes. Merci beaucoup. Voilà. Alors, si j'étais en face de la jeune fille qui charbonnait, qui se battait pour sa vie d'abord et qui faisait tout ça, en face d'elle aujourd'hui, je lui dirais félicitations. Je lui dirais félicitations. Merci d'avoir cru en ce que tu voulais faire, en tes rêves. Merci d'avoir cru qu'il n'y a de vie que quand on exerce ce qu'on veut faire, qu'on se donne les moyens d'arriver là où on veut arriver. Félicitations d'avoir pris sur elle beaucoup de coups et d'en avoir fait des forces, mais aussi lui taper la tête pour lui dire c'est pas pour autant baisser les bras là maintenant, il y a encore du chemin à faire
Et voilà, je suis heureuse qu'elle ait pu faire partie de ma vie parce que elle a formé la personne que je suis aujourd'hui. Et ensemble, j'aimerais qu'on fasse route et qu'elle me donne son courage, sa volonté, sa poigne, sa rage, son abnégation au travail. Et je sais qu'on fera de grandes choses ensemble. Et si c'était votre histoire, quel titre lui donneriez-vous?